Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition. Et voici les titres de ce journal. Le secteur agricole au cœur des priorités du développement. Pour l'actualité internationale en Afrique, baisse du nombre de cas de Covid-19 sur le continent africain. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir chez vous avec cette édition de 22h. Son Excellence, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, a participé à un sommet vertu sur les systèmes alimentaires aux côtés des représentants des agences des Nations Unies concernés par la préservation du système alimentaire. Ce sommet vise à adopter la vision des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 pour réduire la pauvreté, éliminer la faim, l'égalité et protéger les écosystèmes. Ceci intervient près de 2 ans après le déclenchement de la crise du Covid-19 qui a fait des millions de morts dans le monde, secoué de nombreuses économies et affecté les systèmes alimentaires dans le monde. Ces sommets ont lieu à un moment où la planète est confrontée à un changement climatique sans précédent et à une érosion de la biodiversité alors que le continent africain doit maintenir sa souveraineté alimentaire pour nourrir sa manière plus démographique à des manières plus objectives et durables. Écoutons à présent le discours du ministre de l'Agriculture à l'occasion du sommet Vertu sur les systèmes alimentaires aux côtés des représentants des agences des Nations Unies concernées par la préservation du système alimentaire. Un environnement naturel difficile et aride, sous forte pression et dans une région où la géopolitique est complexe, avec la proximité du Yémen, de la Somalie et de l'Éthiopie, Djibouti a fait de nombreux efforts pour promouvoir des approches innovantes dans le cadre de la sécurité alimentaire qui ont contribué à rendre le pays de plus en plus résilient face aux défis de la dépendance des systèmes alimentaires nationaux vis-à-vis des marchés internationaux. En effet, depuis des années, des efforts importants ont été investis dans le domaine du secteur agricole. En ce qui concerne le milieu urbain, compte tenu de l'accroissement démographique, des extensions des infrastructures portuaires et de l'implantation d'industries au niveau des free zones, 2 grands projets, à savoir l'adduction d'eau potable à Dagala, Djibouti, pour un volume journalier de 100 000 m3 par jour, et l'unité de dessalement de Doralé d'une capacité de 22 500 m3 par jour ont été réalisés pour satisfaire entièrement les besoins des centres urbains en eau potable. Tous ces efforts déployés ont abouti à affranchir de la soif des populations vivant en milieu rural et en milieu urbain. Dans le cadre du milieu urbain, avec la gratuité de l'eau potable dans ce domaine. Djibouti importe 80% de son alimentation et dans le but de réduire cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur, différents projets et programmes ont été réalisés, permettant ainsi l'augmentation de la production d'une manière substantielle par le développement d'une agriculture maraîchère intensive avec l'introduction des cultures sous serre et l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Ainsi, des rendements sont en nette augmentation. Ils sont passés de 20 tonnes, voire 40 tonnes à 50 tonnes à l'hectare. Aussi, compte tenu des conditions climatiques arides de Djibouti, le choix du palmier dattier reste primordial dans le cadre du renforcement des systèmes alimentaires pour répondre aux besoins des agriculteurs en plants. 10 000 plants de vitroplans de dattier seront produits chaque année. Ce sont des variétés nobles et productives. Pour développer des systèmes alimentaires durables, une dynamique nationale est en train de se mettre en place à travers l'émergence
de l'agrobusiness en agriculture comme dans le domaine de la pêche. La mise en place des projets transfrontaliers pour endiguer les flux migratoires en provenance des pays limitrophes. Et enfin, je réitère l'engagement de la République de Djibouti pour soutenir les initiatives en faveur des systèmes alimentaires et remercie tous les cadres des systèmes des Nations Unies qui ont préparé ce sommet. Autre actualité nationale, l'Institut national d'administration publique, en collaboration avec l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane WAMI, a organisé jeudi dernier une cérémonie de remise de certificats à l'intention des cadres arabophones de l'administration publique. En effet, ces cadres ont bénéficié d'une formation de 5 jours qui avait débuté le 19 septembre dernier sur la planification stratégique en langue arabe dans les locaux du WAMI. Ce dernier a été dispensé par un expert international, en l'occurrence Dr Jalal Bachir. Les bénéficiaires ont profité de l'expertise du Dr Jalal dans les domaines de la planification stratégique. À l'issue de la remise des certificats, les participants ainsi que le secrétaire général du ministère du Travail, le directeur général de l'INAP ont eu droit à une visite guidée dans les locaux de WAMI sous les explications de son directeur général. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé. On est là aujourd'hui, ça montre avec le secrétaire général, le secrétaire exécutif, combien la planification stratégique est très importante pour le pays. On est en train de reformer et moderniser l'administration. C'est très important pour que l'INAP, institut de référence pour l'administration, accompagne la transformation de notre administration. Je voudrais vraiment vous dire encore une fois, monsieur le directeur général Maïssa, vous êtes l'ami des Djiboutiens, l'ami, un diplomate né, simplement parce que ce que nous voulons, c'est que vraiment que nous apprenons la langue arabe. Actualité nationale, le centre de formation des enseignements de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed, en partenariat avec l'UNESCO, a organisé aujourd'hui une cérémonie de lancement de l'atelier portant sur l'analyse des pratiques pédagogiques au profit des formateurs du centre. Le secrétaire général de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabe, et la directrice du CFEF, Omar Guelleh, Mme Aïcha Farah, ont présidé au lancement de cet atelier sur l'analyse des pratiques professionnelles dit APP. Dans le contexte de l'atelier APP, parmi les grands chantiers de la réforme en cours qui soutiennent le schéma directeur de cette décennie figurent les didactiques professionnelles qui concourent à l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages ainsi qu'un meilleur pilotage du système éducatif. Plus généralement, cet atelier sur l'analyse des pratiques professionnelles a pour but de promouvoir les caractéristiques clés de la didactique professionnelle et les enjeux de l'analyse des pratiques, mais aussi de développer les pratiques des formateurs sur les principes et stratégies de conduite des séances d'analyse des pratiques. Dans son intervention, le secrétaire général de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabe, a rappelé que cet atelier porte sur l'analyse des pratiques professionnelles en 2 termes, à savoir la qualité des enseignements apprentissages et l'analyse des pratiques pédagogiques. Pour sa part, la directrice du CFEF, Mme Aïcha Farah, n'a pas manqué de rappeler les objectifs de cet atelier d'accompagner la politique générale du MENFOP dans la recherche de la qualité. Mme Aïcha a indiqué que cet atelier a une capitale importante pour le centre afin d'analyser des pratiques pédagogiques, qui est un élément central de la recherche de qualité des enseignements-apprentissages. Le centre répond à la formation des enseignants, des chefs d'établissement, des conseillers pédagogiques et sur le long terme des inspecteurs. Cet atelier revêtait une importance capitale pour nous puisque la thématique traitée est l'analyse des pratiques pédagogiques qui, comme chacun le sait, est un élément central dans la recherche de la qualité, dans la réflexivité de nos pratiques enseignantes et d'une remise en question
de ce que nous faisons, ce qui se passe dans la classe, comment sont conçus les enseignements apprentissages et comment le message est passé aux élèves. Santé à présent, où le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a organisé un atelier de formation des techniciens de laboratoire sur le diagnostic du paludisme. L'objectif de cette formation était de renforcer les compétences des laboratoires sur le diagnostic par histologie du paludisme par microscopie et le dosage de G6PD. Elle permettra aussi d'harmoniser les techniques de la microscopie sur l'étendue du territoire national selon les recommandations de l'OMS. Au total, 54 techniciens des structures publiques, parapubliques et privées ont participé à cette formation qui s'est étalée sur 9 jours en 3 sessions de 3 jours à l'Institut supérieur des sciences de la santé. Cette formation dispensée par des experts nationaux reconnus par l'OMS et l'équipe du programme national de lutte contre le paludisme, le conseiller du ministre de la Santé, M. Hassan Moussa Hassan, a présidé la cérémonie de clôture et la remise des certificats des participants en présence des représentants de l'OMS et du PNUD. Toujours dans l'actualité nationale ou dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité publique, la police nationale a effectué ce matin une opération de nettoyage de grande envergure devant le LIC. C'est aux premières heures dans la matinée que tous les éléments de la police nationale ont été déployés dans cette jonction entre l'hôpital d'Arhiba, le LIC et le terrain de jeu de ces quartiers. Munis de pelles, de pioches, de râteaux, les hommes de la police nationale ont été déployés pour nettoyer, ramasser les ordures et les autres détritus sur cette artère. À travers ces actions de nettoyage, il s'agit de sensibiliser la population afin de prendre le relais pour garder notre ville propre et saine. Pour ces faits, les hommes de la police nationale n'ont pas ménagé leur effort car le bien-être et la propriété restent l'affaire de tous. Plusieurs grandes artères ont donc été nettoyées, les détritus ont été ramassés. Ces opérations de nettoyage entreprises par les hommes de la police nationale résultent d'une volonté gouvernementale afin de lutter contre l'insalubrité publique. Je vous emmène à Dikil à présent, en marge de la dernière tournée de distribution des kits d'hygiène aux ménages des localités reculées situées dans les 5 régions de l'intérieur. Le Croissant-Rouge de Djibouti a relevé des cas qui nécessitaient son intervention pour promouvoir l'hygiène de vie de ces populations vulnérables. C'est dans cette perspective qu'il a répondu après un constat à la demande de la population de Garsale Daba, dont le réservoir d'eau présentait des fissures et une insalubrité. L'équipe WASH du bureau central et les volontaires de la branche locale du Dikil se sont associés pour initier aujourd'hui une journée de nettoyage et de désinfection du réservoir. En outre, une formation au traitement d'eau avec du chlore a été dispensée aux membres de la communauté locale. Ils pourront alors intervenir et traiter l'eau, le contenu eux-mêmes. Le Croissant-Rouge de Djibouti œuvre à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Des suivis de kits d'hygiène qu'on a distribués dans les 5 régions des districts de l'intérieur. À peine nous avons remarqué beaucoup de difficultés et beaucoup de doléances de la part de la communauté. Ici à Garsadaba, parmi on faisait de la suivi. D'après des séances de plaidoyer des focus group, ils ont demandé qu'il y a un problème au niveau de leur réservoir. Nous sommes partis voir, évaluer, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de germes parce que l'eau qui se trouvait dans ces réservoirs n'a pas été traitée. Ils ont sollicité, d'après notre évaluation, nous avons écrit un rapport et remis à nos supérieurs et ils nous ont ordonné de faire cette activité avec les suivis. Nous sommes en train aujourd'hui de faire une journée de nettoyage pour désinfecter les réservoirs et d'apprendre aussi à la communauté, surtout les instituteurs, les directeurs de l'école et les chefs de village. On leur montrait comment les désinfecter, ces réservoirs qui a une mètre cube de 24 mètres cubes. Et donc, après avoir désinfecté et nettoyé tous les germes qui se trouvaient à l'intérieur, nous avons formé les personnes cultivées, comme d'ailleurs les chefs du village et les directeurs de l'école,
les taux du chlore résiduel que ce réservoir devrait prendre. Après avoir terminé et désinfecté les réservoirs, nous avons javelisé pour que la communauté puisse prendre de l'eau traitée. Sport à présent, la Fédération djiboutienne de tennis a organisé hier la cérémonie de clôture des activités de la saison sportive 2020-2021. La cérémonie de clôture du championnat national de tennis de table a vu la participation des hauts responsables de la Fédération djiboutienne de tennis, que le président de la Fédération djiboutienne de tennis qui ne ménage pas ses efforts pour que le tennis djiboutien se porte bien tout au niveau national et international. La Fédération nationale du tennis s'est réjouie du bon déroulement des activités de la saison sportive. Le championnat national du tennis s'inscrit dans le cadre de renforcement des activités sportives du tennis djiboutien. Enfin, pour l'actualité internationale, 3 personnes soupçonnées d'avoir enlevé dans le nord-ouest du Nigeria plus d'une centaine d'élèves dans une école chrétienne il y a 2 mois ont été arrêtés, a annoncé jeudi soir la police. Le 5 juillet, des hommes armés avaient envahi le pensionnat du lycée baptiste Bethel, le secondary school, à la périphérie de la ville de Kaduna, et enlevé 121 élèves qui dormaient dans leur chambre. Depuis le 5 juillet, 100 élèves ont été libérés ou ont réussi à s'échapper, tandis que 21 restent encore aux mains de leurs ravisseurs. Ce kidnapping de masse s'inscrivait dans une série d'enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés agissant dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Ce groupe qui mène pillages, attaques et enlèvements sont d'abord motivés pour l'appât du gain. Ils prennent pour cible des écoliers et des étudiants pour obtenir des rançons venant a priori pas des motivations idéologiques, à l'inverse des groupes djihadistes qui sévissent au Nigeria. Le mois dernier, près d'une centaine d'élèves d'une école privée musulmane qui avaient été enlevés dans l'ouest du Nigeria en mai ont retrouvé leurs parents. Les islamistes du Boko Haram sont les premiers à s'être livrés à des rapts dans des écoles avec enlèvement de plus de 200 jeunes filles dans leur dortoir de Chibok en 2014, suscitant l'émotion de l'opinion publique mondiale. Autre actualité internationale mentionnée dans les titres, en Afrique du Sud, principal foyer de la pandémie, moins de 3000 cas sont désormais enregistrés quotidiennement. Les chiffres passent aussi au vert au Maroc, en Tunisie, Libye et Éthiopie. Le nombre actuel des nouveaux cas du Covid-19 en Afrique s'atténue, mais avec 108 000 nouveaux cas, plus de 3 000 vies perdues au cours de la semaine écoulée et 16 pays toujours en résurgence, ce combat est loin d'être terminé, a déclaré le docteur Benido, directeur du cluster des maladies transmissibles et non transmissibles à l'Organisation mondiale de la santé Afrique. Des efforts sont à fournir sur le plan vaccinal. Par exemple, à peine 3 à 4% de la population ont été vaccinés. Il faut multiplier par 7 le rythme de la vaccination pour environ toucher 150 millions de personnes par mois, prévient l'OMS. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.